Scandale géologique. Le géant au cœur de l'Afrique est le pays le plus riche au monde en ressources minières, la République démocratique du Congo. Son sous-sol regorge d'une riche diversité de minerais. Or, diamants, cuivre et tant d'autres, notamment des minerais stratégiques indispensables pour la transition énergétique et la production des équipements électroniques, le cobalt et le coltan. Avec les enjeux du virage de l'industrie automobile mondiale vers le véhicule électrique et le développement des équipements électroniques, le monde entier a le regard tourné vers la République démocratique du Congo, qui possède 80% de réserves mondiales du coltan et 2/3 de la production mondiale du cobalt, concentrée dans la région du Kivu à l'est de la République démocratique du Congo. Région en proie au conflit armé et à l'exploitation illicite de ces ressources minières par des bandes armées. Les enfants, les hommes et les femmes travaillent dans des conditions rudimentaires au risque de leur vie dans ces mines de tout danger. Madame, mademoiselle, messieurs, bonsoir et bienvenue à ce numéro de l'émission Le Monde du droit consacré aujourd'hui au code minier congolais. Nous passerons en revue aujourd'hui le code minier congolais qui a été révisité en 2018. Pourquoi ce code a été révisité? Quelles innovations apporte-t-il aujourd'hui? Quelle est la situation de ressources minières en République démocratique du Congo? Est-ce que le peuple congolais bénéficie de ces richesses? Toutes ces questions, nous en parlons. Nous évoquerons aussi la question de bandes armées, de conflits à l'Est qui ont une incidence sur l'exploitation illicite de ressources de la République démocratique du Congo, des ressources minières. Nous en parlons aujourd'hui avec notre invité qui intervient depuis Maryland aux États-Unis. Avec nous donc le professeur Christian Junior Kabange que nous recevons. Bonsoir. Bonsoir, madame. Heureuse de vous recevoir dans le cadre de cette émission Le Monde du droit. Vous êtes docteur en droit public, économique de l'Université d'Afrique du Sud. Vous détenez un master en droit américain de l'Université de Baltimore et un master en sciences politiques de l'Université d'Illinois. Vous êtes également professeur associé à l'Université de Kinshasa. Et le thème de votre thèse de doctorat a porté sur améliorer la gouvernance des ressources minérales en Afrique grâce à une approche de la participation communautaire fondée sur le droit fondamentaux. Vous avez rédigé plusieurs chapitres d'ouvrages et plusieurs articles. Vous êtes également avocat à Kinshasa depuis 2010. Avec vous donc, nous allons parler du code minier congolais qui a été révisité et qui actuellement est en application depuis donc 2018. Mais tout d'abord, l'article 1er du Pacte international relatif aux droits économiques et sociaux et culturels du 3 janvier 1976 consacre le droit de peuple de disposer d'eux-mêmes et en vertu de ce droit, ils assurent librement, notamment leur développement économique et social. Et pour atteindre leurs fins, tout le peuple peuvent disposer librement de leurs richesses et ressources naturelles. Pensez-vous, professeur Christian Kabange, que le peuple congolais jouit de ses droits sur ses ressources minières? D'abord, merci pour l'invitation. Et par rapport à cette question, il faut d'abord commencer peut-être par rappeler que le droit des peuples à disposer de leurs ressources naturelles, qui est consacré dans ce pacte, est au fait la cristallisation de la résolution des Nations Unies 1803 qui avait consacré la souveraineté des États, n'est-ce pas, sur les ressources naturelles.
Et lorsqu'on fait un peu d'histoire, on peut comprendre que c'était l'aboutissement en quelque sorte des revendications des nations qui avaient été colonisées, qui voulaient à la fois affirmer leur indépendance sur le plan politique, mais aussi sur le plan économique. Et donc, ce principe qui est consacré dans ce pacte, auquel la RDC a naturellement adhéré, fait partie intégrante de notre droit interne, n'est-ce pas? Et il est renforcé par la Constitution qui prévoit aussi que l'État congolais exerce une souveraineté permanente sur les ressources naturelles. Ce qui veut dire que le peuple congolais, par le biais de l'État congolais, bien sûr, exerce en principe la souveraineté, non pas simplement sur le plan politique, mais aussi sur le plan économique et naturellement sur ses ressources naturelles. Le code minier aussi consacre ce principe-là. Alors, ce que je peux dire, est-ce que le peuple congolais jouit effectivement de ce droit? On va dire sur les textes. Dans les textes, on va dire oui, n'est-ce pas? Mais dans la pratique, la réponse est assez mitigée. Pourquoi? Parce que il faudrait avoir un regard non pas simplement textuel, mais il faudrait aussi avoir un regard géopolitique. Je m'explique par rapport à ça. C'est-à-dire que les Congolais doivent être conscients que la plupart des minéraux qui sont recherchés dans le monde se trouvent sur le sol congolais. Et donc, cela naturellement attire, si je peux le dire ainsi, la convoitise des nations, des grandes puissances. Tout le monde a un regard sur le Congo. Le Congo est le seul pays en Afrique qui dispose de 9 voisins. Donc, ça veut dire que pour réellement jouir de ce droit, disposer librement de ses ressources, il faudrait que le peuple congolais, l'État congolais, soit d'abord conscient, n'est-ce pas, de tous ces enjeux, et ce qui implique la capacité de l'État à sécuriser toutes nos frontières, parce que c'est à l'intérieur de notre territoire qu'on retrouve ces ressources. Cela implique aussi que ceux qui dirigent puissent emmener l'État congolais à avoir la capacité de négocier ces contrats miniers en imposant ces conditions, n'est-ce pas, les conditions qui garantissent, n'est-ce pas, les intérêts du peuple congolais. Donc, ce que je peux dire par rapport à cette question, c'est que sur le plan du texte, sur le plan des instruments juridiques, ce droit existe, mais dans la pratique, on va peut-être revenir après, la situation est assez mitigée. On va peut-être parler de la situation des conflits qui jonchent à l'est de Oui, notre... on va y arriver effectivement. Et justement, pour qu'on essaye de très bien comprendre ce qui s'est passé dans ce domaine-là en matière de la législation minière en République démocratique du Congo. C'est que, il faudrait rappeler, c'est que il y avait d'abord l'ordonnance loi numéro 81/013 du 2 avril 1981 portant législation générale sur le mine et hydrocarbures, telle que modifiée et complétée par l'ordonnance loi numéro 82/039 du 5 novembre 1982 qui a réglementé donc le secteur minier jusqu'en 2002 et elle a été abrogée et remplacée par la loi numéro 007/2002 du 11 juillet 2002 portant code minier. Alors, qu'est-ce qui s'est passé quelles sont les raisons qui ont milité, qui ont poussé à ce qu'on puisse modifier cette ordonnance loi et passer maintenant en 2002 au code minier de 2002? Pour comprendre comment est-ce qu'on est passé de la législation de 81 puis à l'adoption du code minier de 2002, il faudrait d'abord comprendre que lorsque on adopte une loi, euh, euh, particulièrement dans un secteur économique, cette loi est généralement appelée à traduire les aspirations ou la politique ou les objectifs économiques que l'on poursuit dans ce domaine. Et donc, le secteur minier, comme vous le savez, c'est un secteur essentiel pour l'économie de notre pays. Alors, pour bien comprendre comment on passe d'une législation à une autre, il faudrait peut-être partir un peu plus en arrière
pour comprendre, par exemple, qu'avant l'indépendance, les différentes législations, n'est-ce pas, qui ont gouverné le secteur minier, c'était des législations qui servaient les intérêts économiques des puissances étrangères. On a eu l'EIC avec le roi Léopold II, par exemple, qui avait adopté le décret du 8 juin 1888 qui décidait, par exemple, qu'on ne pouvait exploiter les ressources minières qu'en vertu d'une concession spéciale qui était accordée par le gouverneur général. Ensuite, sous le Congo belge, on a en 1910 une législation assez sectaire, si je peux dire, parce qu'elle ne concerne que la province du Katanga. Le décret sera révisité en 2019. Et ce n'est qu'en 1937 qu'on aura une législation minière pour l'ensemble du Congo belge. Mais comme je le dis, tout ce qui a été fait avant l'indépendance, justement, c'était pour servir des intérêts extravertis, ceux de la Belgique. Quand on arrive à l'indépendance, l'État congolais, comme la plupart des États africains, voudrait affirmer sa souveraineté, pas simplement sur le plan politique, mais aussi sur le plan économique. Le décret sera révisité en 2019. Alors, je ne veux pas revenir sur tout l'épisode du contentieux belgo-congolais, sur voilà, la reprise de l'actif par l'État congolais. Mais par exemple, on devrait s'arrêter en 1966 pour souligner que lors de l'adoption de ce qu'on a appelé la loi Bakajika, l'État congolais commence par récupérer toutes les concessions minières, y compris, qui avaient été concédées avant l'indépendance, pour remettre cela dans son patrimoine. Qu'est-ce que cela impliquait? Cela impliquait que dans la vision ou dans le modèle de gouvernance du secteur minier, l'État voulait jouer un rôle prépondérant. On sait que la GECAMINE sera, pardon, l'Union minière du Haut-Katanga sera nationalisée. Et ensuite, il y aura la première législation minière après l'indépendance, c'est 1967. Elle avait l'ambition d'attirer des investisseurs, n'est-ce pas? Malheureusement, on n'avait pas réussi. Avec la loi de 81, c'est la même chose. La loi de 81 ne s'était pas beaucoup démarquée de celle de 1967. C'est-à-dire que l'État, qui jouait un rôle prépondérant avec la GECAMINE et toutes les autres sociétés de l'État, n'avait pas laissé beaucoup d'espace, n'est-ce pas, pour promouvoir l'investissement privé. Et vous savez que le secteur minier, c'est un secteur qui demande beaucoup de capitaux. Donc, il fallait convaincre, il fallait trouver ces capitaux. Malheureusement, cela n'avait pas eu lieu. Ce qui veut dire qu'à partir des années 80, donc là, vous comprenez qu'on est déjà avec la législation minière de 81, Banque mondiale et le Fonds monétaire international ont commencé à insister pour qu'on puisse, en quelque sorte, libéraliser ou privatiser le secteur minier. Parce que le modèle de gestion étatique, où l'État était entrepreneur de l'avant, n'avait pas apporté des fruits. Évidemment, on ne va pas rentrer dans les précisions, les débats économiques, parce qu'il y avait aussi cette question de la conjoncture, la chute du prix du cuivre, qui avait aussi affecté les performances, par exemple, de la GECAMINE. Alors, malheureusement, le président Mobutu était très réticent à ce schéma. Et vous savez qu'au milieu des années 90, il y a eu même la rupture avec le Fonds monétaire international et la Banque mondiale. Alors, lorsqu'ils reviennent en coopération avec le gouvernement, parmi les conditions ou, disons, dans les négociations, l'une des résolutions qui avait été adoptée avec le gouvernement congolais, c'était justement d'ouvrir le secteur minier, avec comme objectif, n'est-ce pas, d'adopter un code minier qui serait très attractif pour augmenter le volume des investissements miniers. C'est ce qui s'est passé d'ailleurs donc en 2002, donc ces codes-là de 2002, justement, dans le but qui est l'accroissement, attirer déjà les investisseurs, et puis qui est l'accroissement de la production minière, c'est ce qui s'est passé, mais paradoxalement, à cet essor du secteur minier, pendant le code minier de 2002,
l'État congolais n'a pas eu des recettes substantielles pour son développement économique et social. Comment expliquer ces paradoxes? Qu'est-ce qui explique ces paradoxes? Pour comprendre ce qui s'est passé, si je peux dire, de 2002, on va dire, jusqu'à 2012, parce qu'en 2012, déjà, les tractations pour la révision du code minier commençaient à prendre effet. Euh, Ce qui s'est passé, au fait, ce phénomène ne s'est pas passé simplement au Congo. La plupart des États, n'est-ce pas, qui avaient souscrit au chemin de la Banque mondiale et du FMI, qui avaient libéralisé le secteur, avaient adopté des codes miniers, y compris le nôtre, qui avaient pour objectif de promouvoir une fiscalité incitative. C'est-à-dire que les avantages qui étaient octroyés, n'est-ce pas, aux investisseurs miniers était tellement excessif que, par exemple, la part qui devait revenir à l'État n'était pas importante, même dans les périodes où il y avait des booms miniers sur le marché international. Il y a par exemple, on a souvent cité ça, la clause de stabilisation de 10 ans. Ça veut dire que les investisseurs miniers qui avaient conclu des concessions ou des contrats miniers avec l'État congolais sous le régime de la loi de 81, qui consacrait naturellement ce qu'on appelle un régime conventionnel, c'est-à-dire où vous pouvez négocier les conditions fiscales voilà, des redévances avec le gouvernement. Tous ces avantages-là étaient conservés sur une période de 10 ans, parce qu'il y avait une clause de stabilisation dans le nouveau code minier. Donc, le taux, le niveau des redévances était assez bas, de la redévance minière, ce qui fait que les miniers ont pu recueillir une manne substantielle en période où les cours sur les marchés internationaux étaient importants. Et malheureusement, l'État congolais, autant que plusieurs États africains, à cause de cette fiscalité faible, n'avait pas réussi à obtenir grand-chose. Évidemment, je vais peut-être ouvrir une parenthèse aussi pour dire qu'au-delà des textes, il y avait aussi des problèmes structurels et institutionnels. C'est-à-dire que dans le recouvrement, n'est-ce pas, des redevances minières, de la fiscalité minière, il y a eu beaucoup de fraude, beaucoup d'opacité. C'est pour cela, par exemple, que on a dû mettre en place au niveau africain l'initiative pour la transparence des industries extractives et d'apporter un peu plus de transparence. Donc, c'est ce phénomène-là, c'est-à-dire la fiscalité qui était extrêmement incitative avec ce code minier-là, et puis les problèmes de gestion et d'opacité, c'est toutes ces conditions et toutes ces raisons qui ont fait en sorte que les investissements miniers ont augmenté, mais la manne que l'État pouvait retirer n'était pas aussi grande. Mais, Mais qu'est-ce qui explique cette fiscalité-là? Les, la fiscalité était incitative pour les sociétés minières, mais en revanche, l'État ne bénéficie pas de... C'est-à-dire que il y a, par exemple, le taux de prélèvement, on estimait qu'il était très bas. Je prends un exemple. La part, il y a ce qu'on appelle, par exemple, dans les entreprises minières, ce qu'on appelle la part non diluable qui revient à l'État dans le capital d'une entreprise minière. Cette part était, par exemple, estimée à 5%. On a estimé de manière générale que ça ne représentait pas grand-chose pour l'État. Au niveau des redevances, on a des redevances qui étaient situées, on va peut-être donner les chiffres quand on va parler de ce que le nouveau code minier a apporté, mais les chiffres, les taux de prélèvement qui étaient consacrés dans le code de 2002 étaient estimés très faibles. mais c'était fixé par... comment ça a été fixé ces taux-là? C'était imposé? Ce sont des taux qui ont été consacrés par le code minier de 2002, qui consacrait de manière générale une fiscalité spéciale, particulière, par rapport au code minier. La philosophie derrière ça, c'était de dire que moins on impose, moins on prélève, plus les investisseurs seront attirés. Oui. C'était ça la philosophie derrière. Mais en même temps, on n'avait pas fait des calculs sur
les périodes où les minéraux, les cours mondiaux seraient en hausse, n'est-ce pas? Par exemple, vous avez ce qu'on appelle en économie l'impôt sur le superprofit. C'est un impôt qui intervient lorsque une compagnie minière fait des bénéfices anormaux par rapport à ce ils ont toujours fait. Mais cet impôt-là qui existe dans le nouveau code minier n'existait pas dans l'ancienne législation. Il faut aussi souligner, et j'aimerais insister sur ça, qu'il y avait beaucoup de faiblesses dans la négociation des contrats miniers. On va justement en arriver. Donc, en 2012, ça va démarrer le processus en fait pour la révision de ces codes de 2002, où on a trouvé effectivement, comme vous l'avez dit tout à l'heure, il y avait des faiblesses, mais également des lacunes. Alors, ces processus-là, commencés en 2012, va aller jusqu'en 2018. Donc, et puis, ça aboutira par la promulgation du nouveau code minier de 2018, qui a été accueilli positivement par la société civile. Mais cette révision, en revanche, a été vraiment vivement contestée par les entreprises minières. Donc, ils n'ont pas trouvé leur part. Avoir justement modifié le code de 2002 pour passer maintenant au code de 2018. Quelles étaient les lacunes et les faiblesses de ce code de 2002? Voilà. Alors, avant d'en arriver justement à cette révision-là, j'aimerais insister sur le fait qu'on est passé par la révision des contrats miniers. Vous vous souviendrez que cette révision avait soulevé aussi un tollé du côté des investisseurs miniers. Mais en réalité, ce travail qui avait été fait par le ministère de Mines avait révélé que l'État congolais, comme beaucoup d'États africains d'ailleurs, avait beaucoup de lacunes et de faiblesses dans la négociation des contrats miniers. Voilà pourquoi, par exemple, la Banque africaine de développement a créé une facilité juridique aujourd'hui pour assister les États dans la négociation des contrats miniers. La même logique, justement, qui avait conduit à la révision des contrats miniers, où on considérait que l'État congolais n'avait pas perçu une part juteuse ou intéressante et que seuls les investisseurs miniers, n'est-ce pas, avaient bénéficié. C'est cette même logique qui va conduire finalement au processus qui va aboutir à la révision, n'est-ce pas, du code minier de 2002 en 2018. Alors, les motivations. Qu'est-ce qui a fait en sorte qu'on puisse réviser le code minier en 2018? C'est naturellement, je vous ai expliqué, la fiscalité, les aspects qui permettent à l'État de récupérer un peu plus, n'est-ce pas, lorsque les cours sur les marchés internationaux sont en hausse. Mais il y a aussi ce qu'on a considéré du côté de la responsabilité sociale des entreprises. C'est-à-dire qu'il fallait se rassurer, n'est-ce pas, que les communautés locales qui sont directement impactées par les projets miniers puissent avoir un mécanisme légal pour arriver à bénéficier, n'est-ce pas, de ces projets dans le cadre de leur développement au niveau local. On peut dire, professeur Kawangué, que donc, le code minier, en fait, révisé, constituait alors en ce moment-là une nécessité d'un rééquilibrage en fait dans les relations entre le partenaire international et le peuple congolais pour que le peuple congolais arrive quand même à bénéficier de ses ressources. Bien sûr, l'objectif c'était justement de créer un cadre juridique qui permet aux investisseurs miniers justement de tirer des dividendes parce que ce ne sont pas non plus, ils ne viennent pas faire du volontariat, c'est-à-dire que s'ils sont des commerçants, ils doivent tirer des bénéfices, mais que cet équilibre puisse être situé de manière à ce que le peuple congolais, le gouvernement congolais, la nation congolaise puisse aussi tirer des dividendes substantiels de leurs ressources naturelles. C'est ce qu'on appelle généralement les contrats gagnant-gagnant. Voilà, c'était ça la philosophie derrière cette révision. Et donc, l'État congolais a voulu reprendre
un peu, en quelque sorte, un certain contrôle sur ce qui se fait dans le secteur minier. On a maintenant le code de 2018, le code minier. Et quelles sont les grandes innovations? Que ce code apporte dans le secteur minier. Est-ce que finalement le peuple congolais, l'État, le peuple congolais bénéficie vraiment réellement de ce code minier qui a été révisité? Parce que ça fait quand même 4 ans hein, depuis que ça a été révisé, depuis 2018. Quelle est la situation actuelle? Disons tout d'abord que, il y a eu beaucoup d'innovations et naturellement, on ne pourra pas toutes les épuiser dans une émission telle que celle-ci, mais je vais essayer de donner les grandes lignes par rapport justement aux préoccupations qui ont milité pour qu'on arrive à cette réforme. Il y a d'abord le besoin d'accroître le revenu de l'État a conduit à augmenter la part non diluable qui revient à l'État dans le capital de chaque entreprise minière. Donc, on est passé de 5% à 10%. OK? Que 10%? Que 10%? Disons, quand on parle de la part non diluable, c'est-à-dire que l'État, dans la composition, dans la création du capital, l'État n'apporte pas directement quelque chose. Mais c'est parce que vous venez sur son sol, c'est parce que vous allez extraire ces ressources que généralement on reconnaît à l'État une certaine part au capital, ce qui lui donne part à certains dividendes. Alors, passer de 5% à 10% lorsque vous faites une analyse comparative avec certains pays africains, je pense qu'on est dans le cap normal. Hein. Il y en a même qui sont, je pense, en deçà. Mais je pense que 10%, c'est assez logique. Chose qui est octroyée à l'État en fonction de son apport, un apport spécifique. Non, c'est une part non diluable. C'est-à-dire que dès que vous créez votre société minière, automatiquement, 10% reviennent à l'État. Voilà. Donc, dire que c'est faible ou que c'est plus, bon, je pense que c'est assez raisonnable. Et donc les innovations, à part ces innovations-là, Au niveau aussi du prélèvement des redevances minières, il y a par exemple la redevance sur les métaux précieux, n'est-ce pas, qui est passée de 2,5% à 3,5%. Je pense que c'est à l'article 241. Il y a la redevance sur les métaux non ferreux qui est passée de 2% aussi à 3,5%, n'est-ce pas? C'est l'article 241 toujours. Mais plus important encore, il y a la redevance qui est prise sur ce qu'on a consacré comme nouvelle notion, ce qu'on appelle les substances stratégiques. Si vous regardez la définition que le code donne, ce sont des substances qui, en fonction de la conjoncture, d'une conjoncture économique particulière, présentent un intérêt stratégique pour la nation. Et l'exemple aujourd'hui, c'est le cobalt. le cobalt, oui. Transition énergétique, les véhicules, les batteries, les voitures électriques exigent aujourd'hui d'avoir du cobalt. Or, le Congo représente près de la moitié de la réserve du cobalt au monde. Donc, le cobalt est aujourd'hui considéré comme une ressource stratégique. Et donc, la révision, le code révisé impose une redevance minière à la hauteur de 10%. C'est vrai que les investisseurs miniers ne regardent pas ça d'un très bon œil, mais c'est une stratégie de l'État aussi en fonction de la conjoncture. Donc, du point de vue fiscal, je pense qu'il y a ça. On peut parler, j'ai évoqué tout à l'heure, de l'impôt sur le super profit qui a été instauré, n'est-ce pas? C'est-à-dire que lorsque vous faites un investissement minier, dans votre business plan, le projet que vous présentez, vous faites déjà des prévisions de ce que seront vos bénéfices. Et donc, si on se retrouve à un moment sur le marché ou sur les cours internationaux, dans une situation où vous avez fait des bénéfices qui sont à plus de 25% de ce que vous avez projeté de faire, on estime qu'à ce moment-là, l'État
peut imposer, n'est-ce pas, le super profit au taux de 50%, alors que l'impôt sur les dividendes de l'entreprise minière est classiquement situé à 30%. Vous voyez? Donc, c'est une innovation qui permet à l'État aussi de saisir un peu plus de revenus en période où les cours des ressources minières est en hausse sur le marché international. Alors, ça, c'est sur le plan, on va dire, de la fiscalité. Il y a aussi, on peut parler, j'ai parlé tout à l'heure de la responsabilité sociale des entreprises. Il y a maintenant la nouvelle législation minière organise un cahier de charges, n'est-ce pas? Un cahier de charges avec des obligations précises, n'est-ce pas? Que l'opérateur minier doit respecter. Le nouveau code minier consacre une clause de stabilisation plus restreinte que celle qui existait dans l'ancien code. C'est-à-dire que maintenant, la clause de stabilité va jusqu'à 5 ans plutôt qu'une clause de stabilité qui est celle qui était consacrée par la version de 2002 qui allait jusqu'à 10 ans. Peut-être la clause de stabilisation voudrait simplement que le contrat soit maintenu sous le régime juridique sous lequel il a été conclu pendant la période donnée. C'est-à-dire que s'il y a une nouvelle loi fiscale qui alourdit les charges, par exemple, de l'exploitant minier, on ne va pas l'appliquer, cette nouvelle loi. Donc, c'est un peu ça, en gros, l'idée de la clause de stabilisation. Alors, sur le cahier des charges, le cahier des charges ici a l'avantage maintenant d'imposer ou d'obliger les investisseurs miniers à entrer en négociation avec les communautés locales. Ils doivent entrer en négociation avec les communautés locales pour discuter de projets de développement, comment est-ce que l'investissement minier va contribuer à des projets concrets, n'est-ce pas, qui seront à définir avec les communautés locales, évidemment les chefferies ou les bourgmestres selon le cas. Et aussi, ça devient une des exigences, n'est-ce pas, pour commencer l'exploitation, parce que vous devez, 6 mois avant de commencer l'exploitation minière, présenter au gouverneur de province, n'est-ce pas, le cahier des charges qui a été adopté avec ces communautés locales. Donc, c'est une innovation dans le sens que ça permet aux communautés locales d'avoir un mécanisme, un canal par lequel ils peuvent entrer directement en négociation par rapport au projet de développement qu'ils veulent. Et le non-respect du cahier des charges peut entraîner la suspension ou peut même aller jusqu'au retrait du permis, des droits miniers. Alors, du point de vue des innovations, il y a aussi, par exemple, le fait que les projets, toujours au niveau local, les projets de développement sont financés maintenant par un prélèvement de 0,3%, je pense, du chiffre d'affaires de chaque entreprise minière. Ça veut dire que chaque entreprise minière devrait reverser 0,3% de son chiffre d'affaires aux communautés locales qui sont impactées par le projet minier. Et cet argent permettra justement aussi en plus de financer les projets de développement au niveau des communautés locales. Je pense que si je ne m'abuse, le ministère des Mines, en collaboration avec le ministère des Affaires sociales, ont adopté un mécanisme, on va dire une feuille de route qui permettra d'organiser un organisme dans le contexte de chaque projet minier pour coordonner, n'est-ce pas, ce prélèvement-là avec les communautés locales. Une autre innovation aussi, c'est par exemple le fait qu'au niveau de la sous-traitance minière, cet exercice est réservé désormais aux seuls Congolais. Donc, les compagnies qui veulent exercer dans la sous-traitance minière doivent être détenues par des Congolais. Et c'est une façon aussi, n'est-ce pas, de promouvoir l'entrepreneuriat et l'initiative des Congolais dans le secteur minier. Euh, euh, Autre chose aussi, par exemple, c'est que dans le capital maintenant de la société minière, vous devez nécessairement avoir des Congolais ou un Congolais
personne physique, qui est actionnaire au moins à 10%. Il y a tellement d'innovation qu'il sera difficile, par exemple, de les reprendre toutes. Et par rapport au code de 2002, ce qui lui était aussi reproché, c'était cette absence en fait d'un contrat type. D'un contrat type référence pour l'élaboration des contrats de partenariat engageant les sociétés publiques. Est-ce que maintenant, dans le nouveau code, il y a ces problèmes-là il y a un contrat type qui est maintenant d'actualité? Bon, il faut dire que je pense qu'au niveau du ministère de Mines, il prévoit un modèle, n'est-ce pas, des contrats types, c'est-à-dire les grandes clauses. Mais le plus important ici, je pense, c'est beaucoup plus la capacité, n'est-ce pas, de négocier les contrats miniers. C'est un aspect qui va au-delà même des textes. Il faudrait que l'État congolais, euh, qui est conscient, on va dire, de son potentiel minier, puisse s'armer d'une expertise nécessaire lorsqu'il faudrait négocier les contrats. Par exemple, je vous donne un exemple. Lorsqu'on a négocié le contrat SICOMI, lorsque on a fait l'étude, parce que vous savez qu'on procède toujours par l'étude pour savoir qu'est-ce qu'un gisement peut produire avant de faire les projections sur son exploitation, il y a certaines techniques qui sont utilisées sur le plan international qui permettent de déterminer à peu près quelle est la quantité de gisement qui peut être extrait. Et lorsqu'on a fait, il y a des experts que le gouvernement congolais avait engagés pour essayer de voir si le processus de ce projet-là avait suivi les étapes normales. Les techniques, la technique qui avait été utilisée pour déterminer quelle était la rentabilité du gisement n'a pas été claire. On ne savait pas exactement les compagnies qui sont dans ce projet, comment elles avaient fait leur évaluation. Et vous comprenez déjà que lorsque déjà à ce niveau-là, l'évaluation est faussée, eh ben, peu importe ce qui peut être prévu dans le code minier, mais l'État congolais ne sera pas en mesure de récupérer ce qui lui revient. Donc, le contrat type, je pense que c'est une démarche dans laquelle le ministère des Mines s'inscrit actuellement, l'actuel code minier aussi, mais au-delà de ça, il faut connaître les techniques de négociation pour se rassurer que l'État ne soit pas dribblé, si je peux dire ça comme ça. Donc, il faut s'entourer des experts en la matière, dans la négociation de contrats. Pour justement avoir de contrats où l'État congolais se retrouve effectivement dans un partenariat gagnant-gagnant. C'est ça. Bien sûr, parce que c'est cela qui va donner tout le sens à la démarche du code minier. Parce que le code minier, il pose les règles, il pose le cadre juridique avec le règlement minier. Mais après, c'est à vous, en tant qu'État, d'être capable de vous appuyer sur vos instruments juridiques et savoir comment aborder la négociation avec les investisseurs. Je vous ai dit au début de l'émission, par exemple, que la Banque africaine de développement a créé une facilité juridique justement pour aider les États dans la négociation des contrats miniers. Je pense que quand je parle d'expertise aussi, je ne veux pas simplement me limiter à l'expertise juridique, mais il y a aussi les projections économiques, il y a les aspects de l'ingénierie, des techniques, et assez techniques. Donc, il faudrait vraiment que l'État congolais puisse être très regardant de ce côté-là. Je ne dis pas que ceux qui sont là n'ont pas d'expertise, ce n'est pas ce que je dis, mais je pense qu'au vu des expériences passées, il y a cette nécessité, n'est-ce pas, de veiller à ce que, au niveau des négociations des contrats, on puisse vraiment faire intervenir l'expertise nécessaire. Ouais, justement, par rapport au contrat, c'est qu'on voit en fait, il y a aussi d'autres pays africains. Qui ont apparemment ont profité de cet essor-là. On voit l'essor de ces pays-là dû justement à leurs ressources naturelles minières. Qu'est-ce qui se fait que ces pays-là sont arrivés à bénéficier quand même de leurs contrats? Je cite les cas de l'Angola et puis du Nigeria, par exemple.
Mais pourquoi la République démocratique du Congo n'arrive pas jusque-là à bénéficier, le peuple n'arrive pas à bénéficier, en fait, on ne voit pas cet essor dans le vécu du Congolais. On ne voit pas ça, malgré toutes ces richesses, on dit scandale géologique, premier pays, le pays le plus riche au monde, mais dans le social, dans la vie, on ne voit pas des répercussions. Qu'est-ce qui fait que ces pays-là ont réussi et la République démocratique du Congo, ça traîne en fait, les contrats ne rapportent pas jusque-là, malgré qu'il y ait quand même révision du code minier en 2018, mais on est 4 ans après, c'est pratiquement la même chose. Il n'y a pas, le peuple ne bénéficie pas. Qu'est-ce qui fait, qu'est-ce qui manque en fait? Bon, d'abord, je dirais que parler de réussite, on va un peu relativiser, mais je comprends ce que vous voulez dire, c'est-à-dire ils ont eu peut-être des meilleures performances que chez Oui, nous, performance. évidemment. Réussite Euh, peut-être pas, mais performance quand même. Oui. oui. Alors, peut-être, avant de reprendre, j'aimerais, il y a un petit détail qui me revient à l'esprit que j'ai oublié de mentionner, c'est très important au niveau des innovations. Il y a aussi le fait que désormais, pour obtenir un droit minier, des permis, il faudrait obtenir ce qu'on appelle le certificat d'environnement ou environnemental. Avant, on était simplement sur un régime de la vie. Le régime de la vie, c'est-à-dire que vous avez fait votre étude d'impact environnemental, vous l'avez présentée, et puis bon, après, mais alors que maintenant, l'Agence congolaise pour l'environnement doit étudier, voir sur tout ce que vous avez présenté, si le projet ne va pas présenter des risques par rapport à l'environnement. Je tenais à apporter cette précision. Alors, pour revenir à l'expérience des États tels que voilà, le Nigeria, l'Angola, euh, il faut savoir que dans la gouvernance minière, il n'y a pas que les aspects textuels, il y a aussi les aspects structurels ou institutionnels. Je vous ai dit au début que l'État doit être capable, premièrement, de sécuriser l'ensemble des ressources sur son territoire. Ça, c'est l'une des conditions essentielles, d'ailleurs, dans l'exercice de la puissance publique. Deuxièmement, l'État doit avoir le contrôle, n'est-ce pas, sur ces ressources. Ce contrôle, c'est d'abord la capacité de savoir qui fait quoi sur le territoire national. Du côté de ceux qui exploitent, on doit savoir qu'est-ce que ça rapporte exactement. Et je ne peux pas dire déjà, avec la nouvelle législation minière, qu'on a échoué. Non, je ne peux pas m'attarder à dire ça parce que si vous regardez déjà les tendances sur le cobalt, les revenus du cobalt est en hausse, n'est-ce pas? Selon, évidemment, si je m'en tiens aux propos de nos amis de la Chambre des mines. Alors, pour revenir à ce que je disais, si on voudrait rentabiliser la manne minière dans notre pays, au-delà des textes, il y a les questions structurelles, c'est-à-dire qu'il faudrait une coordination au niveau de toutes les institutions qui interviennent dans le secteur minier. Il faudrait lutter contre l'exploitation illicite, n'est-ce pas, et frauduleuse, euh, euh, surtout au niveau de la perception, n'est-ce pas, de ce qui est dû à l'État. Ce qui est bien, par exemple, avec un nouveau code minier, je vous ai dit que déjà du point de vue de la fiscalité, avec les prélèvements qui sont prévus, si les choses se passent bien au niveau des cours mondiaux, l'État pourrait bénéficier d'une manne plus conséquente que par le passé. Mais comme je le dis, au-delà des textes, il y a le fonctionnement des institutions qui interviennent, il y a la question de la fraude minière, il y a la question De la des corruption aussi. de De la la corruption. corruption, de la transparence et du suivi. Vous savez, donc par exemple, la problématique du transfert des prix. Vous savez par exemple qu'entre une filiale et la société mère, il arrive, n'est-ce pas, qu'une filiale minière puisse vendre les produits qui ont été extraits au niveau national à sa société mère sans faire des bénéfices. La loi a réglé ce problème avec le principe de pleine concurrence, c'est-à-dire que si vous déclarez la vente de vos minéraux à des prix qui ne correspondent pas aux prix sur les marchés, on va vous imposer, par exemple, en fonction des prix qui sont sur le marché. Mais est-ce que nos services compétents
sont capables de suivre cela à la lettre pour savoir qu'est-ce qui se passe sur le marché international, les prélèvements, les déclarations qui sont faites par les sociétés minières, est-ce qu'elles sont correctes, est-ce qu'elles correspondent à la réalité? Ça, ce sont des questions structurelles et institutionnelles. Donc, pour répondre à votre question de manière très simple, c'est que si on veut améliorer la performance de l'État congolais dans la gouvernance minière, au-delà de ce qui est prévu par les textes, il faudrait que l'État veille à ce que les différentes lois, ajustements et réglementations puissent être appliquées à tous les niveaux. Alors, pour revenir un peu à la situation de minerai, en fait, de l'exploitation illégale hein, des ressources de la République démocratique du Congo, à l'Est, il y a une guerre hein, qui sévit depuis plus de 20 ans dans des conflits armés qui sont entretenus en fait par le trafic illégal des ressources minières de la République démocratique du Congo. Il y a en fait le coltan qui est source de toutes les convoitises avec l'avènement électronique des équipements électroniques. La République démocratique du Congo produit entre 60 et 80% de réserves mondiales du coltan dans la région donc, du Kivu. Par rapport aux zones des conflits, comment s'est fait en fait la question, comment est réglée, même au niveau du code minier actuel, hein, comment est réglé ces problèmes de traçabilité et de certification des minerais issus de zones de conflit, comme le cas du coltan, donc minerai de sang dans l'est de la République démocratique du Congo. Comment ces problèmes sont réglés? On va dire que autant le code minier que certains mécanismes qui ont été développés au niveau international, dans le cadre par exemple de l'OCDE, de la certification au niveau de la CIRGL des pays des Grands Lacs, il y a des mécanismes qui existent et qui exigent généralement que les entreprises qui sont impliquées dans l'exploitation des minéraux puissent déclarer, n'est-ce pas, l'origine de ces minéraux. Malheureusement, comme vous le savez, dans une zone en conflit, on ne maîtrise pas toujours qui fait quoi et comment ça se passe. Lorsque, par exemple, l'État n'a pas la main mise sur une partie du territoire national, c'est difficile de savoir ce qui se fait exactement à cet endroit. Peu importe le fait que le code minier puisse condamner, n'est-ce pas, l'exploitation illicite des ressources minières en zone de conflit. Alors, la certification, comme je vous ai dit, au niveau de l'OCDE, lorsque une compagnie est impliquée dans l'exploitation des ressources minières, particulièrement dans les zones ou dans les pays où il y aurait des conflits, on voudrait qu'ils puissent déclarer au niveau de l'OCDE, par exemple, que les minéraux, justement, ne sont pas issus de ces zones de conflit. Et comment c'est fait? Il faut juste déclarer. Comment c'est fait en fait la déclaration? Comment on peut arriver à déterminer effectivement? Juste une déclaration, concrètement, ça se fait comment? Il y a deux temps. C'est-à-dire que Oui. dans la sortie des minéraux du territoire national, n'est-ce pas, en principe, les institutions qui sont appelées à veiller à la certification de ces minéraux doivent intervenir. Je prends le cas de l'Est, parce que l'Est est pratiquement, on est dans la région des Grands Lacs et on sait comment ça se passe. En principe, le coltan ne peut pas quitter le territoire congolais sans, par exemple, que les mécanismes de certification qui sont établis pour la région des Grands Lacs puissent certifier que ce lot de coltan a été extrait de manière légale. Donc, au sortir du territoire national, il y a un contrôle qui se fait. Il y a d'ailleurs la police minière qui est prévue dans notre législation nationale. De l'autre côté, les compagnies qui exploitent, qui transforment, ont aussi l'obligation, par exemple, celles qui sont dans l'espace européen, qui sont concernées par les mécanismes de l'OCDE, doivent faire des déclarations
c'est exigé, parce que si elles ne le font pas, elles s'exposent notamment à des sanctions au niveau de l'OCDE. Au niveau des États-Unis, vous savez qu'il y a ce qu'on appelle la loi, le Dodd-Frank, qui est dite la D'accord. loi Obama. C'est une loi qui a été adoptée sous Barack Obama, qui permet au gouvernement américain de prendre des sanctions contre toute compagnie minière, n'est-ce pas, qui aurait évidemment des attaches avec les États-Unis, qui se verserait dans l'exploitation illégale des minerais prélevés dans les zones de conflit. C'est de là qu'est parti le concept des minerais de sang, n'est-ce pas? Donc, les textes existent encore, les mécanismes existent, mais comme je l'ai dit, les, la contrebande, la capacité de contourner ces différents mécanismes existe aussi malheureusement. Et la première entité qui devrait veiller, n'est-ce pas, à ce que l'exploitation illicite et illégale de ressources naturelles puisse cesser dans notre pays, avant de parler de toutes ces grandes organisations, je pense que c'est l'État congolais. Il faudrait restaurer l'autorité de l'État sur l'ensemble du territoire national pour permettre justement à ce que l'exploitation illicite et en zone de conflit ne puisse plus concerner notre pays. Oui, justement, tout à l'heure, vous avez parlé de quand le minerai sort de la frontière pour passer de l'autre côté, pour transformation, il faut, justement par rapport à la transformation de minerai, l'exemple par exemple du cobalt de 2015 à 2019, la RDC a produit 85 255 tonnes de cobalt, donc soit 60,92% de la production totale mondiale, hein, et elle n'a raffiné que 9050 tonnes de cobalt en interne, soit environ 4,9%. Est-ce que pourquoi la République démocratique du Congo n'arrive pas à transformer le minerai, on n'arrive pas à raffiner en fait sur place? Pourquoi on ne peut pas arriver à voir ce que d'autres pays, par exemple africains aussi, pourquoi nous on n'arrive pas? Qu'est-ce que le code minier a organisé en cette matière-là, des transformations en interne des minerais? Oui, alors, euh, bien sûr que le code minier a organisé ça. Alors, sur la question de la transformation, le code minier prévoit le principe et l'exception. Le principe, c'est que les sociétés minières qui se livrent à l'exploitation sur le territoire national ont l'obligation de transformer ces minerais sur le sol congolais. Mais si pour des raisons euh, évidentes, urgentes et avérées, une compagnie minière estime qu'elle ne peut pas transformer cela sur le territoire national, elle peut demander une dérogation auprès du ministre des Mines. Malheureusement, dans la pratique, c'est l'inverse qui se fait finalement. C'est que on, on a beaucoup plus des exceptions, c'est-à-dire des entreprises minières qui prennent les minéraux à l'état brut pour aller les transformer à l'extérieur. Et donc, la transformation sur place n'est pas vraiment appliquée comme c'est prévu. La question de la transformation, il faut la mettre aussi en rapport avec la Avec la question, technologie, pas nécessairement, la technologie aussi, oui, en quelque sorte, mais il y a aussi la question de l'électricité, n'est-ce pas, qui se pose dans la mesure où justement toutes ces grandes technologies exigent, n'est-ce pas, une certaine consommation électrique, n'est-ce pas? Et donc, l'obligation de transformer sur place, elle existe. Et comme j'ai dit, la dérogation peut être accordée par le ministre des Mines, mais en même temps, il y a des problèmes infrastructurels, notamment la question énergétique qui pose des problèmes aussi parfois à la transformation
de ces minerais. Donc, c'est une question qui exige que l'État congolais puisse voilà, euh, investir en conséquence dans le secteur électrique. Évidemment, on est dans un contexte de libéralisation maintenant, mais il faudrait vraiment arriver à créer les conditions pour que les minéraux soient transformés sur place, parce que c'est ça qui nous permet justement d'avoir le contrôle sur comment c'est vendu à l'étranger et si les bénéfices qui sont déclarés sont corrects. Oui. Alors, l'exploitation illégale de ressources minières de la République démocratique du Congo par des bandes armées, notamment à l'Est, utilise donc des populations. Dans des conditions de foi, en utilisant de moyens rudimentaires pour essayer d'extraire, d'avoir ces minerais, et dans de mines de tout danger. Hein. Et dans ces mines-là, il y a même des enfants qui aussi travaillent dans ces mines-là. Alors nous, en 2003, toujours dans le cadre de l'émission Le Monde du Droit, nous avions fait un voyage Au niveau du Kasaï, où nous avons rencontré deux enfants qui travaillent dans le mine de diamants. Est-ce que cette situation, 20 ans après, il y a une évolution dans ce cadre-là ou il n'y a pas d'évolution? Qu'est-ce que le code minier de 2018, donc l'actuel code, prévoit justement par rapport au travail des enfants dans ces conditions-là? dans des mines en fait exposant à des dangers en fait. Est-ce qu'il y a de dispositions dans ce cadre? Je pense que si je ne m'abuse, c'est l'article 299 dans la version révisée qui interdit justement l'exploitation des minéraux qui proviendraient des zones dans lesquelles il y a des violations des droits de l'homme, c'est-à-dire l'exploitation qui est faite en violation des droits de l'homme. Et dans les droits de l'homme, il y a les droits de l'enfant, évidemment, et il y a aussi les droits de la femme enceinte. Vous savez qu'à côté des enfants, il y a aussi des femmes. On a parlé des femmes enceintes qu'on a retrouvées parfois dans des sites d'exploitation artisanaux. Alors, le, le, le problème, il est pas simplement juridique. C'est-à-dire que le code minier a prévu cette interdiction. La RDC a souscrit aussi à la Convention 182 de l'OIT, qui interdit le travail des enfants. L'article 123 de la Constitution oblige l'État à protéger les enfants, mais aussi à pourvoir à leurs conditions en rapport avec l'éducation et en rapport avec aussi leurs besoins socio-économiques. Alors, ici, comme je le dis, la loi prévoit l'interdiction, mais dans la pratique, on constate que dans les zones d'exploitation artisanale, c'est là qu'on retrouve beaucoup d'enfants. Et dans les études qui ont été faites par certaines ONG comme Amnesty International, l'une des raisons qui revient fréquemment, c'est que les enfants disent qu'ils se retrouvent à faire cette exploitation parce que les parents n'ont pas les moyens de les envoyer à l'école. Il n'y a pas d'argent pour manger. Et donc, ils se retrouvent comme livrés à eux-mêmes. Évidemment, là, il faut saluer en partie l'initiative actuellement de la gratuité de l'éducation qui permettra justement de réinsérer ces enfants dans le système éducatif. Seulement, envoyer un enfant à l'école sans se rassurer qu'il a mangé, vous comprenez que c'est régler le problème en partie. Donc, il y a les aspects socio-économiques qui entrent en compte dans cette question. Et en 2020, le ministre des Mines, en association, je pense, avec l'UNICEF et puis avec Cobalt Business Agency, je pense, si c'est comme ça que ça s'appelle, sont rentrés dans un partenariat où l'objectif est de lever des fonds pour au moins, je pense, si je ne m'abuse, 21 millions de dollars, pour essayer de financer, n'est-ce pas, des programmes qui vont permettre aux enfants, n'est-ce pas, de sortir de ces zones artisanales
pour retrouver une réinsertion normale dans la société. Donc, le code, il interdit, mais je pense que c'est maintenant une question qui va au-delà du simple juridisme pour aborder les aspects socio-économiques. Professeur Christian Cabanguet, alors quelle est la procédure légale d'octroi de permis minier éligible à l'exploitation minière en RDC? Déjà, premièrement, il faut observer que la nouvelle, disons pas la nouvelle loi, mais la loi révisée a exclu les individus. Donc, l'exploitation minière, évidemment, à grande échelle, doit se faire par le biais d'une personne morale, d'une société. Et dans le processus, il y a un certain nombre des documents que vous devez présenter au cadastre minier, n'est-ce pas? L'enregistrement au registre du commerce, la capacité financière certifiée. Il y a tout un tas de documents que vous devez présenter pour être éligible. Et ensuite, je vous ai parlé du certificat de l'environnement. Donc, il faudrait démontrer que votre projet n'aura pas un impact négatif sur l'environnement. Évidemment, c'est un débat qui divise quand vous prenez les points de vue des écologistes. Et donc, toutes ces conditions, lorsque vous les remplissez, euh, vous pouvez accéder, n'est-ce pas, aux droits miniers selon qu'on part généralement du permis de recherche, ensuite pour passer au permis d'exploitation. Donc, grosso modo, c'est un peu ça, mais sans oublier aussi qu'il y a l'exploitation artisanale. Justement, quels sont les différents types d'exploitation minière en République démocratique du Congo? Peut-être que pour mieux comprendre ça, il faudrait peut-être partir. Évidemment, on fait généralement la distinction entre l'exploitation artisanale et l'exploitation industrielle, mais peut-être qu'il faudrait énumérer les différents permis qu'on a dans le code minier pour comprendre. Par exemple, qu'on a le permis de recherche, donc vous pouvez vous engager dans la recherche, qui a une validité de 5 ans, qui est renouvelable une fois. Il y a le permis d'exploitation, lui qui va pour une durée de 25 ans et qui peut être renouvelé pour une durée de 15 ans. Il y a le permis d'exploitation des petites mines qui, lui, a une durée, je pense, si je ne m'abuse, c'est 5 ans de validité. Il y a le permis d'exploitation des rejets miniers qui a une durée d'exploitation, pardon, une durée de 5 ans aussi, qui est renouvelable. Alors, à côté de ces différents types d'exploitation, voilà, qu'on range généralement dans l'exploitation industrielle, il y a l'exploitation artisanale, qui, elle, ne se fait pas à la base d'un permis, mais plutôt obtenir ce qu'on appelle la carte d'exploitant. Et donc, pour obtenir cette carte, il y a des conditions. Il faudrait, entre autres, être affilié à une société coopérative ou alors être, si vous voulez vous lancer dans le commerce des minéraux extraits de l'exploitation artisanale, il faut être d'un comptoir agréé à cette fin. Donc, de manière générale, c'est un peu ce type d'exploitation qu'on a, que le code prévoit. Oui, et justement par rapport à l'exploitation artisanale, en fait, vous avez dit il faut faire partie d'une coopérative pour être exploitant artisanal dans le secteur Du minier. côté de l'État congolais, maintenant, s'intéresse aussi à l'exploitation artisanale. C'est focalise plus sur l'exploitation artisanale. Est-ce que ça peut permettre le développement dans un pays? Comment ça se fait alors par rapport aux coopératives? Alors, l'exploitation artisanale se fait, a été longtemps laissée dans l'informel dans notre pays. Le fait d'organiser l'exploitation artisanale à travers des sociétés coopératives, c'est justement pour mettre fin un peu au caractère informel qui a longtemps régné dans ce secteur, n'est-ce pas? C'est-à-dire que voilà, n'importe qui pouvait voilà, se réveiller un matin et puis
se lancer comme ça. Il y a même des cas à Colosie où on a retrouvé des personnes qui s'est livrées à l'exploitation, même dans des parcelles privées, dans des maisons. Alors, l'institution, l'obligation de le faire à travers des sociétés coopératives, cela permet justement à l'État de contrôler, de savoir qui fait quoi, n'est-ce pas? Et justement la nécessité aussi d'appartenir à un comptoir agréé pour pouvoir se livrer à la vente des produits issus de l'exploitation artisanale. Ce sont des moyens qui permettent à l'État aussi d'avoir la main mise sur cela. À noter aussi que l'exploitation artisanale est réservée uniquement aux Congolais, mais qu'en même temps, si l'État essaye d'organiser cela, parce qu'il y a des prélèvements fiscaux, n'est-ce pas, qui permettent à l'État aussi de tirer des dividendes de l'exploitation artisanale. Donc, je pense que peut-être que c'est ça que je peux dire en gros par rapport au rôle que l'État a par rapport à la réforme de l'exploitation artisanale. J'espère que j'ai pu répondre à votre question. Oui. Et par rapport donc à l'exploitation minière, il faut offrir aux investisseurs des garanties. Fiable en fait de stabilité fiscale, hein, qu'on a parlé de la fiscalité ici, mais également offrir aussi des garanties, pas seulement aux investisseurs, mais également il faut que l'État aussi s'y retrouve, la communauté locale, les communautés aussi s'y retrouvent. En fait, quelles sont les garanties que le code, le nouveau code en fait a mis en place, que ce soit au niveau pour les investisseurs, que ce soit pour l'État congolais, mais également pour les communautés locales. Du côté des investisseurs, évidemment, en principe, il y a la question de la clause de stabilité ou de stabilisation. C'est vrai qu'elle est reprise pour une période courte de 5 ans, mais la grande qu'il y a eu au niveau des investisseurs, c'est parce que si on devait appliquer la clause de stabilisation selon le code de 2002, ça veut dire que le régime fiscal sur lequel les contrats miniers avaient été conclus avant la réforme de 2018, ce régime fiscal-là devait rester en vigueur jusqu'en 2028 parce que la clause de stabilisation prévoyait une sécurité pour 10 ans, une stabilité pour 10 ans. Malheureusement, au moment de l'entrée en vigueur de la révision, on a automatiquement supprimé cette clause. Et évidemment, si on va sous le plan de l'arbitrage international, ça peut poser des problèmes à l'État congolais en termes de dommages et intérêts. Mais la clause de stabilisation, c'est une technique qui permet de garantir aussi les investisseurs. Alors, au-delà de ça, il y a la possibilité aussi de soumettre des litiges à l'arbitrage international. Le code minier le prévoit. La Constitution oblige à l'État, n'est-ce pas, de sécuriser aussi les biens et les personnes. Cette obligation qui incombe à l'État, ce n'est pas seulement par rapport aux nationaux, mais c'est par rapport aussi aux étrangers, aux investisseurs qui viennent investir dans notre pays. Donc, il y a des garanties qui existent sur le plan juridique, mais de l'autre côté aussi, comme on se dit, c'est un contrat, c'est un partenariat gagnant-gagnant. L'État congolais a renforcé sa fiscalité, comme on l'a dit, pour essayer d'augmenter sa manne. Et dans la répartition des bénéfices, c'est peut-être là encore que le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes a encore son sens. Il y a 50% des revenus qui vont au gouvernement central, 25% en principe à la province, 15% à l'entité territoriale décentralisée dans laquelle le projet minier est effectué. Et il y a 10% qui repart vers le fonds minier pour les générations futures. Et le fonds minier pour les générations futures, justement, c'est de l'argent qui est investi pour se rassurer, par exemple, qu'à la fin d'une exploitation minière, que les dégâts ne soient pas de nature à empêcher les générations futures aussi à pouvoir se développer. Donc, par exemple, la nécessité de remettre le sol en état. Je vous ai parlé du prélèvement de 0,3% du capital, du chiffre d'affaires d'une entreprise minière qui doit être reversé à la communauté locale qui est directement impactée par le projet minier. N'est-ce pas? On a parlé du cahier de charges qui permet aussi aux
communautés locales de négocier directement avec les investisseurs. Donc, du point de vue juridique, du point de vue du cadre juridique, je pense que toutes les différentes parties se retrouvent d'une certaine manière. Mais c'est maintenant dans la mise en application de la législation minière qu'il va falloir, de part et d'autre, veiller à ce que les choses se fassent correctement. Alors, donc, on peut affirmer que 4 ans après la promulgation, l'entrée en vigueur du code minier de 2018, l'État congolais donc, a le contrôle de la gestion du domaine minier de l'État, des titres miniers, des carrières. Disons, le contrôle, on va dire d'abord, on ne va pas dire à 100% parce que de vous à moi, on sait qu'il y a une partie du territoire national qui est occupée actuellement par des forces non gouvernementales. Mais du point de vue des performances, je pense qu'il va peut-être attendre d'avoir le prochain rapport de l'ITIE et ainsi que peut-être jeter un regard sur la loi, sur la reddition des comptes pour savoir dans quelle proportion est-ce que les ressources minières ont contribué, n'est-ce pas, à la mobilisation des recettes dans le budget pour l'année 2022. Mais si je m'en tiens aux déclarations, je pense, du président de la Chambre des mines, je peux déjà affirmer qu'au niveau de la réforme fiscale et des prélèvements, particulièrement pour le cobalt, il y a eu une augmentation exponentielle des revenus de l'État. Ça, c'est une certitude et c'est un point positif. Alors, pour le reste, il va falloir voir comment est-ce que l'État congolais se réorganise. Parce que je vous ai dit qu'au-delà des textes, il y a les problèmes, les questions structurelles et institutionnelles pour que toutes les... Il y a aussi il y a la volonté politique. C'est un problème. Naturellement, je ne veux pas trop glisser sur ce terrain pour ne pas tomber sur les appréhensions politiques ou politiciennes, mais tout part de là, tout part de la vision, c'est-à-dire qu'on doit être capable, avec le code minier qu'on a aujourd'hui, on devrait se dire où est-ce qu'on veut être dans 5 ans, où est-ce qu'on veut être dans 10 ans ou dans 20 ans. Et ça se planifie. C'est pour cela que j'ai parlé d'expertise. Il faudrait suivre l'évolution sur les cours des marchés internationaux, savoir s'organiser pour que l'exploitation qui se fait sur le territoire national se fasse en respectant, n'est-ce pas, la législation nationale. Donc, tout cet effort rejoint justement ce que vous avez dit, la volonté politique, mais aussi l'expertise, comme je l'ai dit. Donc, c'est un travail de longue haleine et je pense qu'on va y arriver si on a de la volonté. Le président du conseil d'administration de la Générale de carrière et des mines, GECAMINE, et de la Fédération des entreprises du Congo, la FEC, Monsieur Albert Yuma, a affirmé que Pendant plusieurs années, le minier, en fait, n'ont pu contribuer qu'à hauteur de 5% dans le budget de l'État, tandis que quand la GECAMINE était seule, elle arrivait à contribuer dans le budget de l'État jusqu'à 70%. Est-ce que du temps où la GECAMINE était seule, c'était peut-être mieux que maintenant? Qu'en pensez-vous? Bon, naturellement, il y a eu un moment de l'histoire de notre pays où la GECAMINE était le fleuron de l'économie congolaise. Ça, on le sait, on ne va pas le dénier. Mais je pense que c'est possible de repartir à une situation où peut-être pas simplement la GECAMINE, mais je dirais le secteur minier contribue substantiellement, même à cette hauteur-là de 70% des, des revenus du budget national. Mais la question qu'il faut se poser, c'est pourquoi est-ce qu'on en est arrivé à une situation où on avait une contribution aussi faible, n'est-ce pas? Il y a évidemment, comme je l'ai dit, la question des réformes légales. Il fallait attirer plus des investisseurs parce que vous devez savoir que le secteur minier, quand on l'a hérité au moment de l'indépendance,
c'est vrai qu'on a hérité l'Union minière du Haut-Katanga et voilà tout l'actif avec voilà, toutes ces sociétés minières. Mais l'un des défis du secteur minier qui est encore en vigueur aujourd'hui, c'est qu'il faut le développer. Donc, il faut se demander qu'est-ce qui fait qu'on en soit arrivé là. Il y a la question des réformes légales, il y a la question de la lutte contre la fraude, n'est-ce pas? Et sur le plan fiscal, par exemple, je vous ai dit que l'actuelle révision permet à l'État d'avoir une meilleure situation. Il y a le fait, par exemple, qu'avec la révision, les opérateurs miniers ou les sociétés minières sont obligés de rapatrier non plus 40%, mais 60%, n'est-ce pas? Et lorsque le projet a été amorti, d'ailleurs, c'est 100%. Donc, il y a un effort qui doit être fait dans la mise en application du code, mais aussi dans la lutte contre la fraude, contre toutes ces pratiques qui empêchent à l'État de mobiliser les recettes qui lui reviennent. Donc, c'est possible de revenir à ce niveau-là. Et aussi la question de la négociation des contrats, j'allais oublier, il faut bien les négocier pour se rassurer que l'État a sa part correctement. Et pour conclure en un mot, enfin en quelques mots, après tout ce qu'on a dit sur le code minier, avec l'exploitation et tout ça, qu'est-ce que vous pouvez dire, vous, en tant que une bouche autorisée en la matière, qu'est-ce que vous pouvez dire en donnant aussi quelques pistes de solutions pour que la République démocratique du Congo, le peuple congolais, arrive effectivement à bénéficier de ces richesses? D'abord, en commençant par le code minier révisé, ce n'est peut-être pas une loi parfaite. Hein. Vous entendrez, par exemple, certaines personnes, par exemple, critiquer le fait que le Premier ministre a encore une marge de pouvoir pour prendre des mesures incitatives au niveau provincial. C'est des critiques, par exemple, qui sont émises. Mais de manière générale, une loi n'est jamais parfaite. Et on a fait un pas en ce qui concerne les prélèvements, surtout pour les ressources stratégiques. Cependant, je pense qu'il y a un très grand effort à faire au niveau structurel et institutionnel. C'est là que ça va se jouer. Les institutions qui interviennent dans le recouvrement des redevances, le contrôle, doivent fonctionner correctement. Et c'est là l'enjeu pour les années à venir. Et j'insiste sur la nécessité de s'entourer des experts dans ce domaine pour aider, n'est-ce pas, le secteur minier à réinvestir dans une économie diversifiée. Voilà. Merci beaucoup, professeur Christian Junior Kabangé Kongolo, d'avoir répondu à notre invitation. Nous étions heureuses de vous recevoir dans le cadre de cette émission. Nous avons parlé aujourd'hui, Madame, Messieurs, du code minier congolais. Nous avons passé en revue ces codes qui a été promulgué, entré en vigueur depuis 2018. Nous vous fixons rendez-vous pour un autre numéro de votre émission Le Monde du Droit. Au revoir et à la prochaine. Les peuples ont le droit de disposer d'eux-mêmes. En vertu de ce droit, ils déterminent librement leur statut politique et assurent librement leur développement économique, social et culturel. Pour atteindre leur fin, tous les peuples peuvent disposer librement de leurs richesses et de leurs responsabilités, sans préjudice des obligations qui découlent de la coopération économique internationale, fondée sur le principe de l'intérêt mutuel et de l'égalité. En aucun cas, un peuple ne pourra être libre de ses propres moyens de subsistance. La situation des ressources minières en République démocratique du Congo. Est-ce que le peuple congolais bénéficie de ces richesses? Il faudrait vraiment arriver à créer les conditions pour que les minéraux soient transformés sur place, parce que c'est ça qui nous permet justement d'avoir le contrôle. Ceux qui n'ont pas bénéficié, en fait, on va passer ce sort dans le vécu du Congolais. Donc, je pense qu'il y a un très grand effort à faire au niveau structurel et institutionnel. C'est là que ça va se